rock and roll. Eh bien, bonjour à tous, c'est Mister Cult, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un autre ciné un petit peu spécial. Comme vous le savez, d'habitude pour ce type d'émission, j'invite un youtubeur à me parler un petit peu de lui et à faire découvrir un film qu'il a marqué, son film préféré, en tout cas qu'il va faire découvrir aux gens. Et là, on va partir sur une autre direction où on va traiter un petit peu de l'actualité cinématographique avec une sortie en salle qui est sortie, alors je pense que la vidéo le 28 juin dans les salles. C'est Farang, le nouveau film de Xavier Jean, donc un action bien bourrin. Et pour m'aider un petit peu dans cette analyse et essayer de vous motiver à vous rendre en salle pour aller voir ce film, j'ai avec moi un spécialiste du cinéma d'action, alors qui est plus spécialisé cinéma asiatique. Et là, le truc, c'est que c'est un actionneur, mais c'est un film français. Ça serait intéressant d'avoir un petit peu son analyse sur ce film sorti en salle donc le 28 juin, le nouveau film de Divergence, Farang. Et avec moi, je vous envoie Max Pereira. Et il est là. Bonjour à tous, Bonjour, salut Mister Cult. comment tu vas? Ça va très bien, merci de l'invitation. Et puis, cool de parler d'un film français, je crois que c'est une première, hein. Donc ça fait plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, avant qu'on entre dans le vif du sujet un petit peu, on va se mater un petit peu la bande-annonce pour se remettre un petit peu les idées en place. Je voulais savoir, donc, comme j'ai dit, en fait, donc, Farang, donc, qui est sorti la semaine dernière en même temps que Indiana Jones 5, mais s'il y a des gens aussi qui pouvaient se diriger vers ce film-là, ça serait vraiment intéressant. Xavier Jean, c'est quand même un réalisateur qui a une grosse carrière. Il a commencé dans des courts-métrages, mais il s'est vraiment fait connaître en 2007 avec Frontières, qui était un petit peu dans la mouvance des films d'horreur des années 2000 avec Haute Tension, La Horde. Puis, en fait, son premier vrai film qui était sorti en salle, c'était l'adaptation du jeu Hitman. Je crois qu'on en avait parlé quand j'avais fait le live, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, qui en fait était sorti avant des Frontières, qui est sorti après Hitman, a été réalisé avant. Voilà, c'est très compliqué. Après cela, il avait fait beaucoup de films d'horreur, The Divide, il avait fait un segment de Happy of Death, The Crucifixion, qui était une sorte de sous-exorciste, Cold Skin, qui est un petit bijou que je vous conseille énormément, ou encore la comédie disponible, je crois, sur Netflix, Budapest. Et récemment, il avait réalisé, je crois, 2-3 épisodes pour la série Gangs of London, que tout le monde me survend, mais qu'il faudra peut-être que jette un coup d'œil. Et en attendant son prochain film qui s'appellera Sharks, un film d'horreur avec des requins, il nous revient cette année donc avec Farang, donc où il revient vraiment à bah, presque une première outre Hitman, un vrai, ou en tout cas c'est vraiment lui qui le réalise et pas les studios qui mettent leur petite grain de sel derrière. Donc un actionneur un petit peu bien bourrin. Et donc du coup, je voulais savoir un petit peu avant qu'on traite du film, quel est déjà un petit peu ton rapport avec Xavier Jean? Est-ce que tu avais déjà vu quelques films de lui et voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien dans ce cinéma, d'autres un petit peu moins? Mais alors, ouais, ouais, bien sûr. Xavier Jean, en fait, moi j'ai vu que ces deux premiers films que tu as cités là, Hitman et Frontières, qui ont vraiment rien à voir, hein, puisque comme tu as dit, ça s'est sorti en même temps, mais c'est deux modes de production complètement différents. Et de genres complètement différents aussi, parce qu'il y a un film d'action et un film d'horreur, on va dire. Voilà. Moi, en fait, Xavier Jean, j'ai pas forcément accroché moi au film qu'il a fait. J'ai simplement reconnu la patte d'un bon réalisateur, en fait, d'un mec qui avait vraiment une singularité, quelque chose en tout cas, moi, peut-être que
j'ai peut-être pas vu ses films d'après parce que je crois que il investissait un petit peu trop le film gore, le film un peu violent ou horrifique et du coup, bon, c'est pas trop ma cam. Et là, je suis content qu'il revienne avec un film d'action, donc c'est cool, mais il y a quand même évidemment ces petits tics de cinéma, le gore, ses thèmes, etc. Donc moi, c'est pas forcément quelqu'un qui disons que le produit fini c'est pas spécialement mon genre, c'est pas spécialement mon kiff. Par contre, c'est plutôt ce qui va être derrière et ce qui va être un petit peu l'envie de faire des choses un peu différentes. Dans le cinéma français, on sait à quel point le cinéma français souffre de sa non prise de risque depuis maintenant plus de. Enfin, pour moi, c'était après. C'est ça, le cinéma français, c'est fini pour moi depuis presque 50 ans. Il y a pratiquement plus rien depuis les années 70. Alors, il y a des trucs très bien. Il y a eu Jeunet, il y a eu plein de mecs hein, comme ça. Il y a eu Yann Kounen, il y a plein de gens dans les années 2000 qui ont un peu réactivé le truc. Voilà, exactement. Même encore aujourd'hui, il y a des trucs très bien qui se font. Hein. Je crache pas sur tout le cinéma. On a eu Balle perdue là sur Netflix là, comme on a. Ouais, il y a une petite. En plus, il y a un petit revival de cinéma d'action avec Alban Lenoir qui a un petit peu la volonté de refaire ça, de faire ça. Ça manque beaucoup parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de comédies ou de films dramatiques ou de films à dimension sociale. Alors c'est très bien, hein, il en faut, mais il y a. Les Coréens le font. On en parlait avant. Exactement, mais disons qu'il y avait un gros manquement dans le cinéma un peu avec un héros un peu à l'ancienne, avec un type de cinéma d'action. C'est vrai qu'il y a un gros manque en France de ça. Ou alors du film héroïque, du film épique, etc. Ça s'en manque aussi beaucoup. Donc je sais pas si ça sera le début de quelque chose, mais en tout cas, moi je suis juste content de l'entendre parler en interview et l'envie qu'il a d'injecter des trucs un peu nouveaux dans le cinéma français. Je pense pour ma part, que je suis assez défaitiste là-dessus, je pense que c'est peine perdue. Parce que souvent le public n'est pas au rendez-vous et puis même si le public est au rendez-vous, les investisseurs et les producteurs suivent pas vraiment. On pense tous au Pacte des loups, hein, par exemple, qui aurait dû être un petit peu le grand film qui aurait dû relancer le film de KPDP, le film populaire français dans les années 2000 et qui n'a pas du tout relancé la machine. À ce niveau, je veux dire, en termes de costumes, avec ce gros spectacle familial populaire français à l'ancienne, ça n'a pas relancé alors que ça aurait pu parce que ça avait marché. Donc, même quand le public suit, les investisseurs et les producteurs suivent pas non plus. Ce qui est assez paradoxal. Ce qui est assez paradoxal parce qu'en fait, comme je disais, donc les films de Pascal Logier ou Alexandre Aja, Haute Tension, tous ces films-là qui étaient sortis dans les années 2000, bizarrement, ça faisait pas beaucoup d'entrées en France, mais par contre, ça s'exportait très bien à l'étranger, bizarrement. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, des mecs comme Alexandre Aja, on a vu Haute Tension, aux États-Unis, Wes Craven, il a pris après pour faire le remake de La Colline à des yeux, Piranha, et finalement, il voit qu'il y a un blocage en France, donc du coup il préfère rester aux États-Unis, faire ses projets à lui, quoi. Donc c'est dommage. Tous ces mecs que tu as cités là, c'est effectivement cette vibe des années 2000. Il y avait tous des mecs avec des identités fortes, une patte graphique, une envie de faire quelque chose de nouveau, machin. Le problème que je trouve fondamental de ces films-là, c'est que ça parle pas à l'inconscient collectif profond de la France profonde française, en fait. J'ai l'impression que alors que le Pacte des loups, ça leur avait parlé. Ça a parlé à la France, tu vois. Et je trouve qu'en fait c'était beaucoup des films d'horreur, des trucs comme ça, ou alors des très films gore aussi. Très gore. Ouais, très gore, et je pense que ça correspond pas totalement non plus. C'était vraiment des films un peu de mecs énervés qui voulaient un peu bousculer les codes, mais ça dépassait pas ce cadre-là, moi j'avais l'impression. Alors que là, on en reparlera dans le film d'aujourd'hui, mais il inscrit son histoire dans une réalité sociale qui est plutôt intéressante. Et c'est intéressant de partir d'une réalité sociale que les Français connaissent, ou historique par exemple, et puis d'après de te proposer effectivement du grand spectacle, du crescendo, une mise en scène travaillée avec des personnages touchants, etc. Et avec un côté viscéral et tout. Je pense que c'est plutôt ça. Donc si ça prend cette direction-là, il faut que ça touche la corde, c'est-à-dire qu'il faut que ça touche à l'identité un peu française, de ce qu'on aime, de ce qu'on est, de tout ça. Et je trouve qu'il le réussit quand même pas mal avec le nouveau. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais globalement, je pense que c'est ça un petit peu le problème de
de Le ce cinéma type de genre. de ce, ouais, parce qu'on voulait trop faire du genre, et puis on sent que les mecs étaient énervés. Moi, je peux citer La Horde aussi, qui est un film que j'aime beaucoup. Yannick Dahan. Et Yannick Dahan aussi avait cette volonté. Je crois qu'en plus, ils sont un peu potes, ils sont un peu en Ouais, collaboration ouais. sur des Bah, scripts, des justement, trucs. dans Frontier, Yannick Dahan, il avait un petit rôle, il jouait un flic. Voilà. Tu le voyais 2 secondes dans le film. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, moi, tous ces gars-là, je les ai suivis, je les soutiens. Je trouve que moi, le les produits finis me satisfont pas pleinement. Tu vois, mais bon, ils sont encore là et il y a encore des possibilités de faire des trucs, tu vois. Mais je pense que voilà, pour toucher au succès, pour que ça marche, il faut quand même toucher la corde Mhm. populaire quand même un peu. Il faut essayer de toucher ça. Donc peut-être qu'ils vont y arriver avec ça, je sais pas, hein, mais avec les autres films, on verra. Je te propose, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on se remate un petit peu la bande-annonce pour se remettre un petit peu les idées en place, si ça te va. Bien sûr, avec plaisir. Ça déménage. Ça défragmente pas mal, ouais, ouais. Puis c'est beau visuellement, t'as vu, il y a des plans là, la plan quand il tombe dans l'eau, il y a des trucs, Ouais. c'est très très bien fait quand même. Je vais juste raconter un petit peu l'histoire pour les gens qui connaissent pas. Donc, en gros, en fait, on suit Samir Barda qui, en fait, sort de prison. Il a fini de purger sa peine qu'il avait fait, je crois, un trafic de stupéfiants. Sauf qu'il y a un petit peu son passé qui va alors qu'il essaye un petit peu de refaire sa vie avec un nouveau travail et tout ça. En fait, il y a son passé qui va le retrouver avec son ancien employeur. Sauf que il va s'échapper. Durant l'échappe, il va se battre avec quelqu'un et cette personne en fait va tomber dans le vide. On va se rendre compte que la mort de ce mec, c'est que c'était quelqu'un d'assez important pour son ancien patron. Et du coup, ben, pour éviter d'avoir encore plus d'emmerdes, on se retrouve 5 ans plus tard en Thaïlande. Samir a refait sa vie. Il a une femme qui d'ailleurs est enceinte et une fille qu'elle a eue d'un autre père. Et en fait, je crois qu'elle, elle travaille dans un bar et lui, je sais plus comment il appelle ça, son travail. En gros, il cherche les gens à l'aéroport et il les emmène à l'hôtel, coursier ou quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, ils veulent acheter un terrain au bord de la mer. Ils ont une volonté d'ouvrir un restaurant tous les deux. Sauf que quelqu'un a racheté le terrain, a fait une meilleure offre. Et en fait, on va se rendre compte que cette personne est quelqu'un d'assez dangereux. Samir, voulant le terrain à tout prix pour sa famille, pour vraiment faire vraiment une nouvelle vie, va accepter un deal avec lui. Et bien sûr, bah, tout ne va pas se passer comme prévu. Au casting, on retrouve euh, Olivier Gourmet qui joue le méchant, Laurine Nounet qui joue la copine de Samir Nia, Vitaya Bansrigarm qui joue Ansa, donc son coach, et donc dans le rôle principal, Nassim Lies, qui s'était fait connaître il y a une dizaine d'années dans la série live Les Lascars, et récemment qu'on avait pu voir dans Kondisha, un film d'horreur d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, Le Dernier Mercenaire avec Jean-Claude Van Damme, ou encore Overdose de Olivier Marchal. Ouais, il avait fait Alors, la série en passant pécho aussi, oui, la en petite passant web pécho. série, c'était là comme ça que je l'ai connu moi. Alors, première question un petit peu directe, mais c'est vrai que comme tu viens de le dire un petit peu au niveau du cinéma d'action, c'est vrai qu'à partir des années 2000, avec Luc Besson et sa boîte de prod EuropaCorp, on avait une pléthore de films d'action plus ou moins corrects, Taxi, Le Transporteur, Banlieue 13 et tout ça. Comme on l'a dit avant, on a le cinéma d'action qui a un petit peu envie d'être remis en avant avec Balle perdue ou des films comme ça qui sont disponibles sur Netflix. Mais vraiment, Farang a l'air de vraiment faire le buzz ces derniers temps. On en parle beaucoup comme le John Wick, même si je trouve qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec John Wick. Mais question un petit peu bâtard comme ça pour commencer. Mais est-ce que pour toi, Farang, c'est le meilleur film d'action français qu'on a vu depuis bien bien longtemps? Oula, ouais, effectivement, c'est une question compliquée ça. De toute façon, moi je pense pas que ça soit le meilleur, mais c'est un film peut-être qui fera date et qui est important en tout cas. Mais le meilleur, je ne sais pas, parce que en fait tout dépend après il y a eu tellement de périodes différentes, tellement de trucs. Ce qui est cool dans celui-là, c'est que bah, ils ont fait appel à un, bah, j'en parle tout de suite comme ça c'est fait, ils ont fait appel à un chorégraphe en fait d'action qui s'appelle Jude Poyer, qui était un Gweilo, donc un blanc, un anglais qui était venu travailler à Hong Kong dans les années fin 90, début 2000, qui avait commencé à Hong Kong
C'était un petit peu la génération de tous ces acteurs post-rétrocession qui étaient venus à Hong Kong pour jouer dans des films, être cascadeur, être figurant, avoir des rôles, etc. Et donc, il avait commencé dans Piège à Hong Kong avec Van Damme, où il y avait beaucoup de Gweilo à l'intérieur. Il avait fait Le Médaillon avec Jackie Chan aussi, Man Called Hero de Andrew Lo, et puis un excellent documentaire qui s'appelle Red Trouser, qui retrace justement le parcours de ces cascadeurs de cette époque-là. Donc, c'est un mec qui a appris, voilà, de tous ces mecs-là à Hong Kong à une certaine époque. Alors, une époque où le cinéma de Hong Kong était, enfin, l'âge d'or était un peu terminé, c'était le début des années 2000, mais où il a appris un certain savoir-faire et qu'il a ramené en fait dans le cinéma occidental, un petit peu comme avait fait Bradley Allan, hein, paix à son âme, qui nous a quittés il y a quelques années. D'ailleurs, ils étaient amis, ils avaient travaillé sur Kingsman ensemble, sur Grimsby, sur Transformers, je crois. Voilà, c'était un peu les Gweilo qui étaient venus bosser à Hong Kong et qui ont ramené un savoir-faire hongkongais, qui se sont sacrifiés, qui ont vraiment fait des cascades par eux-mêmes, qui ont appris le dur métier de la cascade hongkongaise. Et c'est enfin moi, c'est la première fois quand j'y repense, qu'il y a des chorégraphies un peu hongkongaises dans un film français. Alors, il y avait un petit peu ça dans Graham Freeman, des trucs comme ça, mais ou évidemment dans Pacte des loups, qui a été fait directement par un chorégraphe de Hong Kong. Mais là, on va dire que les scènes d'action sont beaucoup plus nombreuses, on va dire, sur la fin, et beaucoup plus brutales et tout. Et en tout cas, c'est cool qu'il y ait eu un mec qui vient du cinéma de Hong Kong, qui ramène ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode en ce moment, tous ces mecs qui viennent de Hong Kong et qui reviennent un petit peu dans le cinéma occidental. On a parlé des Chevaliers du Zodiac, là, il n'y a pas longtemps, des trucs comme ça. Et pour moi, il n'y a que les combats qui sont bien dans ce film, il n'y a que les scènes d'action qui sont C'est pas une cool. franche réussite. Hein. Non, c'est même complètement raté, mais c'est Andy Cheng, c'était pareil, un mec qui était chez Jackie Chan. Chang-Chi aussi, c'était des mecs chez Jackie Chan, c'était Bradley Allan, je crois qu'il y avait Jude Poyer aussi qui avait fait ça. Donc voilà, Jude Poyer, quelqu'un d'important, voilà, qui injecte une certaine manière de faire enfin, qui ramène un truc nouveau, quoi, c'est ce qu'il faut aussi un petit peu au cinéma français, c'est ramener un petit peu de fraîcheur, un petit peu de nouveauté. Donc c'est bien qu'il ramène le savoir-faire hongkongais à l'intérieur de ce film. Ça, c'est cool. C'est assez drôle parce que comme tu dis, tu parles de cinéma hongkongais, sauf que le film se passe en Thaïlande. Et donc, Ouais. je veux dire, au niveau des combats, il met plus en avant un petit peu, je pense, sur la boxe thaï, qu'on n'avait pas vu Alors, moi, je m'y connais pas assez Non, comme toi, en fait, mais vraiment, disons que ce style de combat dans les cinémas français, on n'avait pas vu ça depuis peut-être Hong Bak. Je parle dans les salles ouais, françaises. en fait, ce qui est marrant, c'est que le type de Corée est un peu hongkongais. Mhm. En termes de viscéralité, de mise en scène, de chorégraphie pure, ça se passe effectivement en Thaïlande, mais globalement, la patte visuelle des scènes d'action, on est entre du cinéma indonésien et du cinéma coréen. Principalement vers la fin, la scène avec le couloir, c'est typiquement ça, c'est du truc que tu as vu dans 1000 films coréens, 1000 films indonésiens. Et ce qui est cool, justement, c'est que non, moi, c'est pas de la boxe taille. Il y a effectivement un petit combat de boxe taille qui est très sympa là au début du film. Justement, je te coupe juste parce que je vais te mettre un petit peu en fait, le seul extrait que j'ai trouvé du film qui est disponible, c'est ce combat qu'on a vers le début du film. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ouais, même si c'est de la boxe thaï, c'est quand même. Enfin, là, c'est un combat qui est en plus tourné assez rapidement, assez sec, assez brut et tout. Donc, je pense que c'est pour pas faire de fioritures et puis me donner un petit peu d'amuse-bouche pour la suite, quoi. Mais ouais, moi, hormis ce combat-là, qui est effectivement de la boxe thaï, le reste, c'est vraiment pour moi, on est plus proche de The Raid. C'est ce que j'allais dire. Et surtout, le déchaînement de violence de la fin, qui est quand même assez hallucinant. Il y a une scène aussi extraordinaire dans un ascenseur à la fin, qui est Ouais. tourné en plan séquence. Et moi, Dieu sait si les plans séquences, j'en peux plus dans le cinéma d'action aujourd'hui, tout le monde en fait. Et là, pour une fois, putain, c'était assez viscéral. Alors, t'as la mise en scène de Xavier Jeance, t'as la chorégraphie de Jude Poyer,
t'as quand même, mine de rien, l'acteur principal qui bouge super bien, là, l'acteur. Encore pour un plan séquence, il a le mérite de pas durer trop longtemps en Ouais, plus. mais c'est ça qui est bien, c'est que ça dure pas longtemps, il est bien foutu. T'oublies que c'est un plan séquence en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, t'es plus emporté par le. Parce que maintenant, je trouve qu'ils font des démos techniques en fait avec le plan séquence. Tu sais que t'es dans un plan séquence, tu vas avoir un plan séquence. Là, il y a vraiment un côté viscéral au combat qui fait que t'es intégré à l'intérieur du duel et tu penses presque plus au. T'es vraiment à l'intérieur, t'es plus dans un film, t'es vraiment dans l'action. Et ça, c'est vraiment. Le fait d'avoir conjugué tous ces talents qui font que ça donne ce résultat-là. Je pense qu'il a capté un truc de l'ère du temps, effectivement, c'est ce type de chorégraphie violente et gore que moi j'aime pas trop, mais qui fonctionne aujourd'hui pour le public, etc. Moi j'aime Et je pas, trouve en mais plus et que je trouve que ça va bien là-dedans, par contre. Et je trouve qu'en plus, même si t'es pas fan de gore, comme tu l'as dit, je trouve que malgré tout, Xavier Jeance, il arrive justement à utiliser le gore à bon escient pour des fois te faire des plans et des scènes que tu n'avais pas vu. Parce que justement, comme tu disais avec la scène de l'ascenseur, donc tu as ce plan où tu as la caméra qui suit le personnage parce qu'à un moment, il doit gérer les deux mecs contre le mur. Puis tu as la femme qui veut récupérer le flingue. Et à un moment, je sais plus, Samir, il est au sol avec un mec qui essaie de lui planter au couteau et en fait il se plante lui-même au niveau du bras Ouais, pour ouais, ouais. planter le mec. Je me dis waouh. Je me dis ouais c'est malaisant parce que Non, c'est mais ouais, très ça va. sanglant, mais en même Ouais. temps dans un film d'action j'ai jamais vu ça de planter un mec à travers son bras. Je me dis il trouve quand même de très bonnes idées. euh, Comme tu disais, la référence pour moi qui me vient le plus en tête aussi, c'est The Raid, qui est sorti il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, je pense qu'il a dû avoir une influence parce que je parlais avant au niveau de ses réalisations, qu'il avait réalisé quelques épisodes de Gangs of London. Si je dis pas de bêtises, Gareth Evans. Ouais, pas Gareth Edwards. Edwards, ça c'est le réalisateur de Godzilla et Rogue One. Ouais, c'est Gareth Evans, je crois. Il a aussi, je crois qu'il est producteur, il est réalisateur de la série Gangs of London. Donc je pense qu'il a dû lui donner quelques idées un petit peu au niveau de la chorégraphie de l'action. Qu'on parlait aussi avant il y a aussi la fameuse scène du couloir qui arrive juste avant avec ce plan qui se rapproche un petit peu de Samir où en fait tu vois petit à petit les ennemis qui viennent deux par deux, deux par deux, deux par deux jusqu'à voilà Samir qui va se fighter alors que eux ils ont des machettes, des couteaux, des armes et lui il les défonce un par un. Euh, on va revenir un petit peu sur l'acteur principal que tu m'as dit que tu avais connu par exemple en Alain Péchaud. Est-ce que Nassim Lies c'était un acteur que tu connaissais déjà? Parce qu'on peut le voir dans le film, c'est quelqu'un qui a un physique assez impressionnant. Et ce qui était souvent dommage un petit peu dans le cinéma d'action français, c'est qu'on a, comme avant j'avais cité Transporteur ou Banlieue 13, c'est qu'on avait souvent on a souvent de très bons chorégraphes en France qui essaient de faire vraiment du bon taf. Mais le problème, c'est qu'à côté, on avait souvent des réalisateurs qui n'avaient pas forcément une patte visuelle assez assez marquante, ce qui fait que du coup, bah, leur talent n'était pas assez exploité, ils n'étaient pas assez mis en valeur dans les scènes d'action. Parce que moi, je me souvenais, je sais plus, il y avait eu quelques extraits de Banlieue 13, et à un moment, tu as une scène où tu as le personnage principal, je sais plus, il est dans une salle dans un bar, je sais plus où, enfin une salle de Le jeu. jeu, et ouais, il défonce plein de mecs et tout. Et tu sens que le mec, il a voulu faire Ouais, des coups de dingue et tout ça, mais ouais, c'est c'est tellement impressionnant. monté et filmé à la truelle que c'est dommage. Tu te dis, mec, t'as vraiment talentueux et t'as juste un Yes Man qui sait pas filmer correctement les scènes d'action. Là, tu vois quand même que Xavier Jans, c'est quand même quelqu'un qui a une carrière et tu sens que derrière, il y a une mise en scène qui est pensée pour vraiment te donner un aspect nerveux au niveau des combats. Ouais, du coup, il y a deux questions dans ta. Enfin, tu veux que je parle d'abord des combats ou d'abord de l'acteur principal? Bah, tu peux parler de l'acteur si tu veux, on parle de D'accord, bah l'acteur. l'acteur, ouais, moi, là où ils ont bien fait, moi je l'aime bien cet acteur-là, et c'est plus un, et il peut jouer pas mal de trucs, il peut être drôle, il peut jouer le drame, il est bien, puis il a une bonne présence physique. Je Mm. pense qu'il a été choisi aussi pour ça, c'est par rapport à sa présence, parce que ce qui nous manque un peu en France, c'est des types d'acteurs qui incarnent des icônes comme ça physiques, et je trouve qu'il a ça. Alors il est peut-être un peu petit. Mhm. Et pour le rôle, par moment, tu t'en rends un peu compte, mais bon, il a quand même du charisme, il a une gueule, il a quelque Mm. chose. C'est pas le plus grand acteur. Dans ce film-là, on lui demande pas de jouer de Et il a manière une bonne masse exceptionnelle, aussi, hein. mais c'est un, ouais, ouais, puis on sent que c'est un mec qui s'entraîne, qui pratique les arts martiaux, qui s'entretient et tout. Mais non, il a la carrure pour endosser ce type de rôle, donc moi je le trouve bien.
Et je trouve que dans le drame et dans les scènes un peu dramatiques et tout, il s'en sort plutôt pas mal aussi. En plus, voilà, moi je l'avais pas forcément vu dans des. Si, je l'avais vu dans Overdose de Marshall, que j'avais Ouais, plutôt Donnie bien Yen. aimé. Bon, après, j'aime bien Marshall, moi, donc c'est normal, mais je l'avais plutôt bien aimé. Il avait un rôle un peu plus dramatique et tout. Il est assez viscéral comme acteur. Tu sens qu'il bave, tu sens qu'il est, tu sais, il vit vraiment la scène. Donc, ça, c'est très bien pour un cinéma d'action viscérale et tout. C'est parfait parce que le mec est entraîné et en plus de ça, il va pas avoir forcément peur tu sens il veut y aller, quoi. Tu sens qu'il y va dans les scènes d'action et tout. Donc ça, c'est intéressant. Puis il a ce regard un peu de taureau, un peu qui manque aussi, quoi. C'est-à-dire que souvent, dans le cinéma d'action en France, on va prendre un grand acteur pour lui faire jouer de l'action. Par exemple, tu vas prendre Vincent Lindon pour jouer je sais plus quel truc d'action, je sais plus, j'avais vu des films avec lui ou Claude ou Gilles Lelouch ou des trucs comme ça, des mecs comme ça, mais le problème c'est que c'est des bons acteurs, mais là c'est bien d'avoir pris un acteur qui n'était pas forcément il est jeune encore, il a encore plein de trucs à prouver, donc c'est bien, mais qui a surtout cette espèce de voilà, qui est un peu iconique et qui porte un peu ce personnage voilà de un peu bourrin, un peu d'action comme c'est plutôt un bon choix. C'était bien vu plutôt que de prendre un acteur, par exemple, t'aurais pris, je sais pas, t'aurais pris Pierre Ninet puis tu l'aurais fait faire un film comme ça l'aurait. Et alors que, ou alors, Je je sais comprends. pas, par exemple François Civil, je crois, peut-être que c'est Oui. ça, François Civil, des acteurs comme ça, là, qui s'entraînent pour le film. Alors que là, le mec est déjà entraîné, c'est déjà un mec qui pratique. Et il est bon acteur et il l'utilise bien. Moi, je trouve que c'est un très bon choix de casting, ce gars-là. Là. Et en ce qui concerne les chorégraphies, je sais plus quelle était ta question exactement, mais au niveau de la Au mise en niveau scène. de, ouais, au niveau de la mise en scène et puis au niveau des talents français qui justement des fois sont pas assez mis en valeur parce que ben j'ai l'impression qu'en France, comme tu disais, avec le cinéma d'action, à quelques exceptions près, on parlait d'Olivier Marchal, des mecs comme ça, mais voilà, il n'y a pas vraiment de gros réalisateurs qui arrivent à filmer Mais les scènes d'action correctement, quoi. de toute façon, en France, je trouve qu'on s'est pas vraiment filmé. Enfin, on s'est un peu mieux filmé que les Américains, je Mhm. trouve, moi. En termes d'impact, par exemple, là, dans le film, par exemple, on sent les impacts. Et c'est un truc qui manque parfois au cinoche américain, où tu as l'impression qu'ils se touchent pas. Et ça, c'est plutôt bienvenu. C'est-à-dire que là, on sent vraiment qu'ils y vont. Après, là, c'est vraiment pas Jude Poyer qui a shooté, quoi. C'est vraiment Xavier Jean, je pense, qui a shooté les scènes d'action parce que c'est vraiment son style. Et moi, bon, c'est pas forcément ce que c'est parfois un petit peu trop resserré sur les visages. La caméra bouge un peu trop Mhm. et c'est un petit peu trop bordélique. La mise en scène, enfin pas bordélique, mais agressif. Ça bouge quoi. Ça bouge un peu trop pour moi. Moi, je suis plus de l'école caméra statique Hong Kong années 90, 80-90, un peu plus statique et les mecs font des trucs à l'intérieur de la et Est-ce que où c'est les pas plutôt l'influence, comme j'ai dit, du cinéaste un petit peu, enfin du cinéma ouais, indonésien, justement un petit peu ouais. en pleine bourre depuis The Raid, Oui, justement. puis ça correspond au goût du public. C'est-à-dire que moi, mon goût je veux dire, le film d'action, le film de combat hongkongais des années 80-90, je sais pas si tu pourrais refaire ça aujourd'hui, ça marcherait peut-être pas au niveau du public parce que le public y croirait pas forcément. Il verrait des mecs qui font un échange et ils diraient mais ça c'est pas réaliste et tout. Donc comme tu as besoin de réalisme aujourd'hui pour faire croire aux gens que c'est vrai, etc. Alors c'est ça qui est toujours un peu bizarre, c'est que tu sais que tu vas voir un film mais tu dois quand même faire en sorte que c'est réaliste et tout. C'est un peu compliqué à faire. Mais je trouve qu'il a bien réussi à gérer l'équilibre entre les deux et à apporter sa mise en scène au service de la chorégraphie et inversement. Et Mhm. bon, moi, c'est pas forcément, voilà, je l'aurais pas fait comme ça. Enfin, moi, je suis personne, mais je veux dire, j'aurais préféré qu'il le fasse d'une autre manière, qui recule un petit peu par moment, par moment, je trouvais que la caméra bougeait un peu trop et était un petit peu euh, trop en avant par rapport à certains. Les mouvements n'étaient pas assez mis en valeur. Parfois, je trouvais qu'en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, il privilégie la viscéralité et la mise en scène, tu vois, un peu agressive, plutôt qu'à la chorégraphie. Ce qui va plutôt être l'inverse, en fait, quand tu vas Tu faire un penses à truc. la scène de la maison? La scène de la maison où justement Ouais, ouais. il veut ramène sa femme et sa fille. Oui, faut qu'on se barre parce que c'est parti en cacahuète. Et du coup, ben, Ouais. t'as le chef
comment il s'appelle, Narong qui débarque, et donc du coup, bah, il y a quelqu'un qui se fait tuer. Et c'est vrai que le combat sont filmés très en plan rapproché. Tu comprends pas à ce moment-là, tu Ouais. comprends pas trop ce qui se passe jusqu'au moment où il se prend le face. Tu vois dans la monstre le coup de sable là, qui se prend sur la tête là. Mais Ouais. comme tu disais, en fait, ce qui est bien, c'est vraiment tu sens la portée des coups. Tu sens que vraiment quand Oui, ça tranche, ça fait mal. Je oui. pense En termes il y de a, viscéralité, on est bien. Après, mm. comme je t'ai dit, je pinaille parce que là, moi, par exemple, en ce moment, je regarde beaucoup, beaucoup de Jackie Chan pour des émissions, des machins et tout. Puis c'est un petit Ah peu bon? fini. Ah bon? Oui, c'est moi, c'est vrai. T'es pas au courant. Mais tu vois, c'est complètement l'inverse, Jackie Chan. C'est totalement l'inverse. C'est pas du tout le même type de manière de filmer, de ce que tu veux, de ce dont tu veux parler. On est aux antipodes. C'est marrant parce qu'on est vraiment aux antipodes. C'est vraiment, quand tu vas voir un Jackie Chan, tu vas voir du spectacle. Tu sais que tout est faux, mais en même temps, le mec te fait croire que c'est vrai. Il va prendre une caméra où il va plus s'élargir, faire tout en un seul plan, etc. Machin, ce qui est l'école un petit peu hongkongaise et tout. Et là, c'est vrai qu'on est plus dans l'école, comme tu as dit, enfin, comme on a dit, indonésienne, coréenne, avec une mise en scène plus viscérale et plus agressive. Donc, moi, c'est pas le J'ai type de mise en l'impression scène qui me fait kiffer, mais je j'ai trouve ça l'impression quand que même bien pour par toi rapport à ce qu'ils ont fait. j'ai l'impression que pour toi tu parlais de Jackie Chan, mais j'ai l'impression que pour toi vraiment l'époque dorée, tu sais, de tout ce qui est Wu Zapian et tout ça, j'ai l'impression que ça te manque. En fait, ce qui me manque, c'est le fait que personne ne s'est vraiment réapproprié ça. Aujourd'hui, tu vois, j'aimerais bien voir un film où quelqu'un, par exemple, qui prend la suite de Jackie Chan, mais même dans le cinéma occidental, hein, en termes de manière de filmer, qui soit beaucoup plus hongkongaise, en fait. Ça aurait été bien comment expliquer? C'est difficile à expliquer, mais oui, en fait, ça me manque que quelqu'un prenne pas la référence directe du cinéma de Hong Kong d'une certaine époque et essaie de refaire un peu la même chose. Mais il y en a qui arrivent un petit peu à le faire, hein. Dans le cinéma de film continental, maintenant, ils y arrivent, parce que c'est un petit peu la suite logique pour eux. Mais dans le cinéma occidental, on y arrive un peu, c'est-à-dire que je cite encore Chevalier du Zodiac, là, que j'ai vu dernièrement, mais je trouve que le premier combat dans l'arène, tu retrouves un peu cet esprit. C'est un mec qui vient de l'école de Jackie Chan, Andy Cheng. Et je trouve que tu retrouves cet esprit hongkongais qui est pas forcément réaliste, mais qui est spectaculaire et qui est bien filmé avec le bon tempo, la bonne rythmique, il place la caméra au bon moment. Bon truc. Là, dans Farang, on est dans autre chose. On est à la recherche. Les combats, en fait, sont au service de la viscéralité du personnage dans Combat de son. rue. Ouais, puis il faut faire comprendre que le personnage est déterminé, que il lui arrive un truc horrible et tu le ressens en fait. Et je pense que c'est réussi. C'est pour ça que même si c'est pas ma cam, ce type de Corée est au service de ce que le film essaie de te raconter et de te raconte bien, tu vois. Donc je trouve ça plutôt bien fait à ce Là, niveau-là. il y a cette scène aussi au moment où je sais plus, en fait, il part, je crois que il part à Bangkok, si je dis pas de bêtises, et donc il va chercher le second de Naron qui s'appelle Kassem, et tu as cette scène un petit peu dans une soirée, là, une belle maison, où d'un coup il commence à se fighter avec plusieurs ennemis. Je trouve que ce fameux plan, à un moment, il tranche la gorge d'une femme, vraiment, ça, côté viscéralité, Ouais, ça y va. Il y a un acteur que je voulais un petit peu qu'on avait un petit peu parlé juste avant qu'on commence le live, qui s'appelle Vitaya Pansrigam. ouais. Excusez-moi, monsieur l'actrice, Compliqué, si je les prononce noms mal. thaïlandais, c'est très loin. C'est très très Et loin. c'est un acteur que moi j'avais découvert par exemple dans le Only God Forgives de Nicolas Windref, qui joue une Ouais. sorte de un peu justicier. Il a, je trouve qu'il est dans Farang, il a aussi un petit peu un personnage un petit peu aussi, j'ai l'impression avec un symbolisme assez fort. Je me souviens au moment où tu as Samir qui est blessé, et qu'en fait tu as une sorte de montage où il commence à faire une incantation, et puis il commence à lui tatouer un petit truc sur le bras. Je sais pas si c'est typique de la culture thaïlandaise, Si, mais si, si. d'accord. Si, ouais. Ouais, ouais. Et ouais, c'est un acteur. Bah là, c'est son mentor en fait dans le film en quelque sorte, quoi. Mm. C'est un peu son mentor et c'est un peu Samir en plus. Enfin, ça aurait pu être Samir en plus jeune, quoi, disons. Il lui passe un petit peu le relais. Tu sens que le personnage en a gros sur la patate, qu'il a vécu des trucs, qu'il a forcément dû se battre dans son passé, que c'était un dur à cuire, quoi. Mm. En plus, ce que j'aime bien aussi avec Samia, c'est que malgré voilà sa gueule, tu vois, il a et son passé
qu'il avait en France, tu vois, là, il est en Thaïlande, tu vois, il essaie quand même de respecter un petit peu les coutumes. Ouais. Il reste, je dis pas qu'il est poli, mais il est quand même respectueux un petit peu des gens de Non, son entourage. c'est un gentil mec en fait. C'est un gentil Voilà. gars, c'est un bon gars en fait. C'est le bon gars que c'est pas un personnage antipathique du tout. C'est un bon gars. Et en Mm. plus, Surtout avec ce qui se passe chez nous en France, voilà, donc ça fait toujours le contraste. non mais oui, c'est ça. Faut aussi. C'est bien de montrer ça aussi en fait, de montrer que voilà, c'est pas toujours. C'est parce qu'au début, voilà, c'est un mec qui vient de banlieue, qui a un passé qui le rattrape, etc. Et c'est bien de montrer cette image-là aussi de la banlieue, que c'est en fait c'est plutôt qui est plutôt positif en fait. C'est un brave gars qui taffe et qui veut fonder sa famille, et qui veut s'en sortir et tout. Et ça c'est bien, ça c'est plutôt un truc positif. Et ça je trouvais Même que au début, hein. oui. Quand la première journée de taf, tu te souviens, tu sais, ils sont en train de creuser, il y a un truc qui tombe sur un mec et voilà, il va l'aider à le sauver. Je sais pas si tu te souviens un petit peu Ah oui, bah moi quand on en creusait. plus j'étais très attaché. Bah, les premières minutes toute l'intro quand il devient en fait, il bosse dans les chantiers, sur les chantiers. Moi ça m'a rappelé des souvenirs parce que j'ai été ouvrier, j'ai bossé sur des chantiers, j'ai fait des boulots pénibles et j'ai vu des scènes comme ça d'accidents, de trucs. Alors pas très graves, mais c'est des boulots où tu te blesses facilement, où tu te coupes, où tu tombes, etc. Et c'est important ça de rappeler que je trouvais ça bien. Moi déjà le décorum du chantier, voilà, ces gros chantiers comme ça, moi, ça m'avait rappelé un peu des souvenirs. C'est pas marrant, hein, mais c'est bien justement de rappeler que moi, j'avais un petit peu peur au début, justement, qui stéréotype un petit peu trop la banlieue, la prison, après la banlieue qui le rattrape, machin. Donc il y a ça. Et ce Mhm. qui est cool, c'est que ça compense par le fait il veut vraiment devenir, il veut vraiment s'en sortir, il veut prendre un boulot, voilà, un boulot sérieux, un bon boulot, il veut s'en sortir, il veut se faire réinsérer dans la société, tout ça, machin, et que malheureusement son passé le rattrape et puis que il va devoir se partir. Mais je trouvais ça, ouais, ça ancrait le truc dans une certaine réalité sociale qui était plutôt juste, en fait, plutôt correcte. Et, Mhm. euh, et quand tu connais un petit peu voilà, la banlieue, enfin moi je viens pas de la banlieue, mais aujourd'hui j'y vis et puis j'ai connu un petit peu quand moi j'étais plus sur Lyon, la banlieue lyonnaise, etc. Donc je connais un petit peu, j'ai toujours eu des amis là-bas, etc. Donc c'est jamais tout noir ou tout blanc, il y a toujours un truc et c'est bien aussi de montrer un petit peu les deux aspects. Donc moi j'ai été plutôt touché par ça, par le fait qu'ils équilibrent l'image un petit peu de ça et que l'image des banlieues, quoi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et en plus, moi, j'ai été touché, voilà, par ma propre vie parce que j'ai bossé sur les chantiers et tout ça, et je sais à quel point c'est difficile et à quel point c'est galère. Et je trouvais ça bien aussi de rappeler ça. Ce qu'on avait aussi un petit peu marqué au niveau du casting, c'est que outre l'acteur principal, qui, voilà, même si j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément une grosse palette d'émotions, c'est bizarre, mais paradoxalement, j'y crois en fait au moment où, voilà, il veut tout faire pour quand il se rend compte qu'en fait, enfin, c'est pas sa vraie fille, mais sa fille dans le film un petit peu est encore en vie, et que voilà, il est prêt à tout pour la sauver, et on a oublié un petit peu parler du méchant, donc qui est joué par Olivier Gourmet. Ça me fait un petit peu plaisir de voir aussi un petit peu des acteurs à gueule, alors qu'ils ne savent pas forcément se battre comparé à ses sbires, mais il a une gueule avec sa grosse barbe, il a Ouais, une c'est un voix, en fait, bon. il a une prestance à l'écran. Ça me rappelle un petit peu voilà, les anciens un petit peu parrains de la mafia qui sont là un petit peu au-dessus. Alors, par contre, même si je trouvais il y avait certains de ces agissements, j'ai pas tout compris. Euh, on va peut-être partir un petit peu en spoiler au niveau des certaines facilités d'écriture, où en fait on se rend compte que si il a choisi Samir, c'est pour une bonne raison, c'est qu'en fait il est Ouais, lié au mec qui est mort au début. On le voit dans la bande annonce, le coup de pied qu'il lui donne, il tombe dans le vide. Donc en gros c'était le mec qui est mort, en fait c'était le frère du chef, je sais plus comment il s'appelait. ouais, Voilà. c'est une vengeance en fait, quoi, C'est finalement. ça, et donc du coup ils ont mis des Et années à le retrouver. Et ouais. je trouvais que c'était un petit peu, c'est pas que c'était facile, mais je me dis en fait il y avait Non, mais t'as tellement raison. d'autres choses à faire. En fait, Plutôt, je veux dire. t'as raison. Le problème, en fait, j'ai un petit problème avec ce moment-là.
C'est qu'en fait, oui, en fait, le mec, bon, on va pas tout raconter, mais en Non, gros, non. Par contre, ça, je tiens ça- juste à dire pour les gens qui nous écoutent, même si vous savez ce petit retournement de situation, ça va pas être dérangeant pour votre visionnage. C'est vraiment pour la dernière partie. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui en ressort du film, c'est les scènes d'action, c'est la mise en scène. Que vous sachiez ça ou pas, c'est pas très grave en soi. Non, 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 c'est clair. Et en plus, non, mais c'est vrai que c'est un peu problématique ce moment parce que, en fait, je trouve qu'ils auraient dû simplifier. Ils ont fait trop compliqué pour rien. Alors peut-être que j'ai pas compris, hein. Mais le fait de lui faire croire il va travailler pour le mec et puis que finalement il va se faire piéger dans. Mmh. Est-ce que ça fait partie de la vengeance pour lui faire péter un câble alors qu'en simplement si le mec le retrouve, il le bute, il bute sa femme, il bute ses gosses et c'est fini. Bah, c'est ça. Normalement, c'est comme ça. Et en fait, le problème c'est que j'ai trouvé ça bizarre à la fin qu'ils lui disent bah non, en fait tout ça c'est parce qu'en fait en fait, le mec que tu as buté en France et qui a été la raison de ton départ, et ben en fait, il te cherchait et en fait, il voulait se venger, quoi. En fait, c'était tout. Je comprends pas pourquoi ils ont ajouté cette espèce d'intrigue, la suspense à un moment. Et moi, ça, c'est le seul truc que j'arrive pas à comprendre. Et puis, Il y a le truc aussi juste avant, c'est qu'en fait, au moment où il sait que Samir, il s'est fait tous les mecs dans l'ascenseur, donc il est ultra blessé. En fait, il peut à peine marcher. Tu vois ce plan où donc Narong, il prend dans son tiroir un flingue, il l'attend, il revient dans son bureau et finalement, ah, je te bute pas au flingue, je vais t'étrangler. Je me dis, ça a servi à quoi en fait? Si t'as un flingue, utilise-le. non, mais ouais, Il y a ouais, des trucs je comprends pas. c'est vrai que des fois, il y a des trucs, ouais, en fait, c'est marrant, c'est des espèces de tics de films de série B où le méchant, tu sais, parle tout plus qu'il ne devrait et il finit de jamais. Tu sais, c'est la fameuse phrase dans la Stachonero, là, tu perds du temps, tu parles Tu parles trop. trop. Voilà. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un peu ça. Et en fait, ouais, en fait, par moment, le film, il est un peu paradoxal parce qu'il t'inscrit le truc dans une réalité sociale et en même temps, il veut te faire du gros Z ou du gros B-movie, tu vois, un peu à la Steven Seagal des années 90 et tout. Bon, Et des Xavier moments, Jean, il a toujours revendiqué à adorer ce cinéma-là aussi, hein. ouais, et ça c'est cool. C'est juste qu'en fait, bah, du coup, tu es un peu décontenancé par rapport à l'équilibre de tout ça. Tu te dis, bah, attends, attends, mais ouais, enfin, c'est bizarre ça un petit peu. Je pense qu'il y a il y a certains trucs narratifs ouais, qui sont un peu, que moi, j'arrive pas trop à comprendre non plus. Alors après, c'est pas très grave, encore une fois, hein, c'est d'abord un film qui se vend sur sa viscéralité ses scènes d'action, puis son drama. Tout le drama avec la famille c'est quand même joli, ça, c'est quand même chouette, quoi. Mmh. Le fait qu'il ait retrouvé sa Le fille, tout ça. réalisateur, il joue habilement aussi sur le décor, hein. J'aime beaucoup comment il Ouais, filme les lumières, les lumières, le village ouais. thaïlandais parce que en fait, eux, leur endroit, en fait, c'est un petit peu dans les maisons qui sont au bord de la mer et tout ça, que tu retrouves beaucoup un petit peu là-bas. Je trouve que ça fait quand même de très beaux plans. J'aime beaucoup, là, voilà, il y a ce plan avec les lumières rouges un petit peu à l'arrière. Je trouve qu'il y a quelque chose qui en ressort. Après, pareil, quand justement il cherche Kassem, quand il a à un moment, tu as cette scène où il se tape, tu sais, il discute avec des prostituées trans. En fait, elles ont une voix un petit peu d'homme. Ouais, ouais, c'est Et, des Ladyboy, ouais. Ouais. et qu'après, donc il y a cette scène dans la boîte où justement il pense que sa fille est là parce que voilà, tu vois, ah, j'ai des jeunes filles, il y a peut-être moyen Ouais, que, elle est voilà. terrible, cette scène. Ouais. Je sais pas si c'est moi, j'ai jamais été en Thaïlande, mais est-ce que c'est vraiment ce qui je veux dire, si tu passes tes vacances là-bas, est-ce que c'est vraiment des trucs comme ça qui vraiment en ressort quand tu vas te promener quoi dans les rues le soir? Ouais, bien sûr. Mais pas qu'en Thaïlande, d'ailleurs. En Chine aussi. C'est moins. En Chine, par exemple, c'est un peu moins in your face, tu vois. Thaïlande, Mhm. c'est vraiment de partout, mais en Chine, c'est pareil. Tu peux rentrer dans des endroits, des clubs, ils te proposent des filles. C'est très, très, très glauque, hein. C'est très, très glauque. Moi, je l'ai vécu, ça. Donc, je sortais du bain, machin, et on te propose ça. C'est d'une glauquerie absolue. C'est des gamines de. Alors, en Chine, ouais, dans mon souvenir, elles étaient quand même beaucoup moins jeunes que là dans le film. En Thaïlande, c'est quand même très chaud. Après, il y a ce fameux plan là où la maîtresse de maison lui demande s'il veut une fille encore plus jeune, donc prétendument une enfant. Donc là, t'es là, tu bades parce que la scène est super bien faite. Mais en même temps, ça te rappelle une réalité aussi de ce pays qui est très, qui est très, voilà, qui est assez, assez, assez insupportable, hein. C'est la Thaïlande pour ça, le trafic sexuel, le trafic d'enfants, le trafic d'organes aussi.
C'est quand même en Asie du Sud, c'est quand même de monnaie courante, hein. Et donc c'est tout ça est très réaliste. Moi, j'ai été beaucoup en Asie, mais en Thaïlande, j'ai été qu'à Bangkok. Moi, j'ai surtout Mhm. voyagé au Cambodge et au Laos, mais ça ressemble beaucoup, hein, les décors, les gens, la langue, la culture, c'est des cultures assez similaires. Et non, non, c'est exactement, c'est hyper bien retranscrit, hein, c'est assez réaliste, hein, honnêtement. Y a personne qui C'est dit rien? Les autorités, elles font quoi? Non, parce que en fait, c'est très corrompu. C'est très, tu vois, du moment que tout le monde arrive à gagner un peu c'est très corrompu comme pays en fait. C'est très 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 corrompu. Alors si, à partir du moment où ça perturbe pas trop la paix sociale, ils se prennent pas plus la tête que ça. Mais non, non. Mais après, c'est comme tu sais, c'est les volontés politiques à tous les niveaux. Si les gens voulaient vraiment arrêter les choses, ils les arrêteraient, hein. C'est des volontés. Voilà, ça arrange, je pense, beaucoup de gens du haut aussi, tu vois, si tout ça se Mm. fait aussi, c'est des trucs comme ça. Donc, ouais, non, non, c'est plutôt bien retranscrit et avec les Elle Lady m'a mis Boy, les mal à l'aise, machins hein, et tout. perso, hein, cette scène. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et moi qui connais ces pays, ça m'a pas surpris, parce que c'est très réaliste en fait. Et c'est même en deçà de la réalité, hein. Mm. C'est beaucoup plus glauque que ça en réalité. D'accord, Mais parce que comme j'ai dit en fait à la base quand il va dans cette boîte, moi c'est vraiment parce que je pensais comme il était vraiment à la recherche de Kassem, même si bon il y avait cette fille, mais quand à un moment voilà il entre dans cette boîte et tu vois d'abord ces filles là, puis après genre il a ce regard genre non non je veux des trucs plus jeunes, je me dis ah ouais quand même il va quand même assez loin. Alors venant de la part de Xavier Jeance qui a toujours été un cinéaste un petit peu jusqu'au boutiste, non, non, je me dis non, non mais il va le faire quand même, il va le non, faire. non, non, mais elle est bien cette scène parce qu'en fait, elle te montre un truc qui est vrai et qui existe. Et en fait, il te l'amène avec de la mise en scène Mhm. et avec un questionnement sur toi. Et te dire, putain, t'as pas envie de voir ça, mais tu t'imagines qu'il y a ça derrière les portes là, du truc et tout, t'es dégoûté et tout. Mais non, c'est plutôt bien amené ça, c'est plutôt bien Mm. fait. Alors par contre, il y avait juste revenir un petit peu au niveau des combats avant de conclure. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est peut-être une qualité ou un défaut parce que je trouve que les combats sont assez vénères, sont assez tranchants. Par contre, je sais pas si peut-être tu as remarqué à certains moments, je trouvais que les combats, euh, pas qu'ils me satisfaisaient pleinement, mais en fait, des fois, je trouvais qu'il y en avait certains que je trouvais un poil trop courts. Je sais pas Ouais, ouais. si ça t'a fait un petit peu cet effet. Parce que pareil, la scène dans la discothèque, au moment où justement il prend la chef, il lui dit ouais, ouais, est-ce que vous avez vu cette fille? Donc t'as le garde du corps qui débarque, il le défonce avec la boule de billard, le combat avec l'extrait que j'ai montré avant. Voilà, qui est un combat qui dure presque 20-30 secondes. Je trouve que les fights sont, sont bien faites, sont assez jouissifs par moments, mais je les trouve un poil trop courtes. Je pense qu'il aurait pu rallonger quelque peu. Après, est-ce que peut-être justement, c'est comme c'est des fois c'est combats l'arme blanche, ou trucs comme ça, donc c'est normal que tu peux pas faire durer le combat éternellement. Mais je pense qu'il y a un ou deux combats, peut-être par exemple avec Kassem aussi, pareil, quand il le retrouve dans la soirée vers le milieu de film. Je pense qu'il aurait pu, si déjà c'est le second, je pensais. En plus, il est un petit peu charismatique avec sa coupe oxydée, ses lunettes de soleil. Je pense qu'il aurait pu mettre un peu plus de rendre un peu plus de mal à Samir pour le vaincre. En plus, il meurt d'une façon assez, assez avec le fusil. Avec le fusil, ouais, ouais, ouais. 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 Je sais même pas si c'est lui qui a appuyé ou si c'est l'autre, j'ai même pas compris ça. Ça allait trop Non, mais en vite. fait, il lui dit oui, ta fille, elle est là. Et finalement, je sais pas, et l'autre, il a le réflexe de repousser le fusil. Et donc, forcément, bah, Parce que Samir part avec le fusil. j'ai cru que le mec, en fait, il flippait parce qu'il avait dit l'info et que de toute façon, il était mort et il s'est flingué lui-même parce que de toute façon, l'autre l'aurait retrouvé. Et, tu vois, j'ai compris le truc comme ça, mais effectivement, comme tu as dit, ça va beaucoup trop vite par moment. Mais je pense que, en fait, c'est un exercice qui est intéressant. C'est vraiment ouais, je te dis, t'as de l'espèce de réalisme social, de réalisme à la française, la film un peu comme ça, mais où tu veux inclure des combats avec un savoir-faire asiatique et tout. Et en fait, je pense que c'est pour ça que les combats sont courts. C'est pour te. Après, il faut pas non plus que ça dure pour durer, hein. Là, on parlait avant de The Raid. Alors, je dis pas que Bah, c'est The un Raid, film c'est l'inverse. surestimé. Ouais, 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 ouais. Ouais, je dis pas que c'est un film surestimé, The Raid. Il y a des choses que j'aime bien dans le film, mais par exemple, dans le premier, tu as quand même le combat final où le réalisateur il filme autour de ces deux personnages pendant Ouais, 15 minutes. C'est genre coup de ouais, poing, coup de poing, coup de pied, coup de pied. ouais. Il y a un moment, eh, euh, Oui, oui, oui. avance Bah, ton histoire. Ça me gonfle un moment. c'est le problème de ce genre de film-là, c'est qu'en fait, c'est des films qui sont pas mis en scène.
C'est juste des mecs qui font des super chorégraphies et qui. Mais c'était un peu le même cas de Hong Bak. Hein. Hong Bak, c'était un peu le même problème. Ils font des chorégraphies de ouf, mais c'est pas tellement bien mis en scène. C'est juste un mec qui pose sa caméra ou qui l'a fait tourner. C'est tout. Alors qu'à Hong Kong, ils avaient justement un soin à chaque fois de placer la caméra au bon moment. Et même si le combat durait pour durer, ils te faisaient kiffer parce que c'est du spectacle et qu'ils disaient allez. Ouais, Mais là, on était dans autre chose. C'est-à-dire que c'est pas ouais, des films qui s'imprégnaient dans une espèce de réalisme, tu vois, social tout le ouais. temps. C'était du spectacle. Et donc, tu faisais durer le combat, les films de Samo, les films de Jackie. Et là, tu devais trouver la meilleure idée, le meilleur plan. C'était même d'ailleurs c'était des types de scènes à Hong Kong à l'époque qui tournaient presque en tournée montée. Quoi. Il y avait une caméra et ils tournaient. Ils n'avaient pas plusieurs caméras. Ils utilisaient une caméra et ils coupaient en fonction de là où ils mettaient le coup de pied, là où le mec tombait, là où il y avait la chute du truc, etc. Ils arrivaient à placer comme ça. Et ils À construisaient chaque fois des pratiquement. inserts, quoi. En fait, pratiquement, ils construisaient la chorégraphie mouvement par mouvement et plan par plan, au fur et à Ça mesure. prenait C'est-à-dire un que temps de ouf, ça, hein. Ça prenait un temps de oui dingue. et non, c'est-à-dire que eux, en fait, ils ont tellement. Moi, je les ai vus faire, hein, parce que je reviens, je sais que je reviens toujours à mon truc. Je suis désolé, mais bon, comme je les ai vus faire en vrai, j'ai vu comment ils chorégraphiaient un truc. En fait, ils ont tellement l'habitude de chorégraphier qu'en fait, les idées leur viennent comme ça de minute en minute. C'est-à-dire qu'ils font OK, ok, on fait ça, 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 ça. Ok, et en fait, ça vient assez vite pour un chorégraphe. Et souvent, à Hong Kong, ils arrivaient le jour même, bim, ils disaient bon, on sait pas ce qu'on va faire. Fait venir les deux acteurs, on va essayer de faire une choré. Le mec, il y pensait en 10-15 minutes, et ok, tu vas faire ça, ça, ça. Et puis au fur et à mesure, en fait, je crois souvent, ils apprenaient même les chorégraphies au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils faisaient un premier mouvement et ils savaient pas où ils allaient aller après. Et chaque mouvement était fait et répété. Et c'est pour ça que tu avais cette espèce de. Enfin, Fabrication artisanale, un peu. ouais, artisanal, et puis tu sentais que il n'y avait pas vraiment de. Enfin, comment expliquer ça, c'était du tourné-monté, quoi. Donc, en fait, il y avait une idée qui arrivait, qui était plus grande que l'autre à chaque fois. Ils essayaient en fonction comme ça de se laisser porter par la chorégraphie. Là, c'est un petit peu autre chose. Là, c'est vraiment un personnage énervé et qui veut retrouver, qui est déterminé à retrouver quelqu'un. Et là, je trouve que tu le ressens vraiment c'est un des rares films où tu le ressens. Ça, c'est rare aussi, ça, de se comparer à du John Wick ou à des trucs comme ça. Où, moi, John Wick, On revient forcément à John ouais, Wick. on y revient parce que c'est le dernier exemple en date. Et puis les fans d'aujourd'hui, ça fait l'unanimité chez les fans de cinéma d'action pour le grand public, en tout cas, pas forcément pour les cinéphiles. Et C'est vrai que donc, par contre, il y a juste deux petites questions par rapport à ça. Alors déjà, par rapport à ce que tu disais avec Hong Bak, c'est vrai que au niveau scénar, au niveau mise en scène, c'était pas dingue. Mais moi, ça me faisait vraiment plaisir de revoir un film vraiment où à l'époque, je trouvais que les fights, elles étaient mortelles non, quand mais même. Tu voyais vraiment ce qui était Tony cool Jaa, il dans faisait Hong des trucs Bak, de ouf. Ouais. Ce qui était cool dans Hong Bak, c'est qu'il poussait les chorégraphies, les chutes et les trucs de manière. Il se mettait sur la gueule avec les pieds en feu. Mm. Ça, c'était incroyable. En fait, c'était la démonstration de ce que ces mecs-là faisaient sur le grand écran qui était Ouais, hallucinante, en fait. c'était ça surtout la grosse truc. Ouais, Et la deuxième question, c'est vrai que j'avais pas eu trop ton avis avec ça. Je sais pas si tu l'as vu. Je voulais ouais. savoir un petit peu ce que, comme là on parlait de John Wick, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de John Wick 4 et c'est un petit peu intéressant de voir un petit peu par rapport à Farang. Ah, je t'en avais pas parlé de John Wick 4 sur un Non, de tes émissions? Ok, parce que j'en avais non. beaucoup parlé à un moment sur Ah, des émissions, des non, trucs. non, j'ai pas eu ton avis encore sur John Wick Ok, 4. bah ouais, bah c'est un peu ça, c'est un peu l'anti-John Wick 4 aussi, Farang. Quand on dit que c'est du John Wick et tout, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, dans Farang, les scènes durent, elles ont une durée qui s'intègre dans un récit et elles sont un peu au service du récit finalement, les scènes. Mais c'est pas un reproche de faire de l'action pour de l'action. Comme je t'ai dit, moi je viens de Hong Kong, enfin donc en fait, de cinéma de Hong Kong. Donc le cinéma de Hong Kong, c'est 90% du temps, c'est de la chorégraphie pour de la. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Entre le film de Kung Fu, c'est encore différent. Il y a souvent aussi des histoires dans la chorégraphie, tout ça, mais souvent, c'est d'abord le spectacle qui est privilégié. C'est un peu le cas de John Wick, sauf que la différence, c'est que moi, John Wick, je me suis fait chier parce que ça dure presque 3 heures, je crois. Ouais, Là, le 4 Il il dure dure une 3 heures. heure. Farang, il dure 1h30, c'est un petit Mm. film. On l'a pas dit, hein, mais c'est un petit film, c'est un petit truc, un petit essai, et c'est un bon petit essai, quoi, pour essayer de ramener un peu un truc nouveau au cinéma, enfin, de ramener du renouveau dans le cinéma d'action français, c'est vraiment chouette, mais ça n'a pas la prétention forcément d'un John Wick, là, il y a beaucoup plus d'argent, c'est les Américains, mais je trouve ils font vraiment durer pour faire durer, et c'est ultra ennuyeux. Moi, John Wick, c'est vraiment Il y a un mais cinquième qui est prévu, hein. Il y a un spin-off cette année. oui, mais c'est bien qu'ils se fassent, moi, tu sais, c'est normal hein, qu'ils en fassent 18, c'est pas grave. Mais moi, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que John Wick, le problème, c'est que je sais pas de quoi ça tient. C'est ce que ça tient au goût du public qui veut toujours consommer
tu veux les bourrer vraiment tu vois, de combat, et en fait, moi, je me fais chier souvent parce qu'il n'y a pas de mise en scène à l'intérieur du combat. C'est-à-dire que souvent, c'est soit le mec est derrière, la caméra est derrière le mec, il le filme en plan séquence, puis il coupe un petit peu par moment, et puis il fait 18 mouvements qui sont les mêmes. Et puis je vois surtout. C'est un film de cascadeur un petit peu. Après, je Ouais, mais pense que le ce problème, qui le problème c'est cartonne, ça. c'est un petit peu le lore autour un petit peu des assassins. Ouais, Et c'est je ça. pense aussi c'est le capital sympathie envers Keanu Reeves. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce que je reproche à la chorégraphie, qui est le cœur du film de John Wick quand même, c'est le fait que moi, je vois des mecs répéter des chorégraphies. Là, je vois des mecs que quand tu répètes une chorégraphie, voilà, je sais ce que c'est, et quand tu la répètes en plan séquence, tu vois, c'est l'inverse de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Avant, il décortiquait chaque mouvement, il le filmait en fonction, et puis il choisissait un axe de caméra. Là, c'est toute la chorégraphie est filmée d'un coup, pratiquement. Donc en fait, tu vois le mec, comme Keanu Reeves n'est pas un pratiquant d'arts martiaux, tu vois que c'est un mec qui s'est entraîné pour faire ce type de chorégraphie. Donc du coup, tu vois l'astuce, quoi. C'est aussi chiant que moi, quand je m'entraînais avec eux, quand ils me filmaient en plan séquence, quand je m'entraînais au club, c'était chiant parce que moi, je suis guère plus meilleur que Keanu Reeves en termes d'arts martiaux, un petit peu mieux, mais je suis pathétique. Si tu me filmes en plan séquence sans me couper, mais tu vas voir qu'il y a des arrêts, qu'il y a des lenteurs, tu sens que le mec qui m'attaque, il est beaucoup plus fort que moi et qu'en fait, il prend vraiment son temps pour me foutre une patate et moi, j'ai le réflexe de me baisser. Et là, en fait, tu vois un petit peu ça dans les films qui sont surchorégraphiés et qui sont pas mis en scène. Si tu mets pas en scène un mec qui sait pas forcément, qui maîtrise pas tout de A à Z, c'est difficile de nous faire croire que ce mec-là est super balèze. Les Hongkongais faisaient ça aussi. Dans Hong Kong, dans les années 2000, justement, il y avait que des têtards qui jouaient dans les films de Kung Fu. Il n'y avait plus Jackie Chan, tous ces mecs-là. C'était fini. Il y avait que des têtards, Nicolas Tse, machin, etc. Donc moi, j'ai des acteurs que j'aime bien, mais ils ont fait de la progression. Mais c'était quand même des beaux gosses qui savaient pas trop se battre. Et ce qui était intelligent, c'est que Yuen Woo-ping, tu prends typiquement un film comme House of Fury, Yuen Woo-ping, il fait les combats qu'avec des têtards. Et ben, t'as l'impression que les têtards savent vraiment faire du kung-fu. Parce que c'est super bien shooté. C'est-à-dire qu'ils se sont entraînés un petit peu, comme Keanu Reeves, mais en même temps, il y a le choix des axes, des plans, des machins, c'est une super astuce pour te faire croire que les personnages savent vraiment se battre. Et tu arrives à reconnaître les grands chorégraphes ou les grands chorégraphes réalisateurs quand tu sais que les mecs savent pas se battre, mais que le mec arrive à te faire croire qu'ils savent quand même se battre dans le film et que Ah, ils font les actions eux-mêmes. Ça, c'est la marque des plus grands. bah, d'ailleurs, par rapport à ça, justement, comme tu disais que des fois, un petit peu, ils arrivaient sur une journée, ils savaient pas trop quoi faire, comparé par exemple aux productions américaines ou françaises, ou même quand des fois tu fais des courts-métrages et que tu t'as des idées, en fait, ils faisaient pas de storyboard pour préparer leur journée. Alors, on va tourner cette scène-là, on va prendre on va filmer en plan comme ça. Enfin, je veux dire, il y a une préparation quand tu as une grosse production, des storyboards sur telle scène, on doit tourner à telle et telle heure, faut préparer la scène, faut que vous avez les 30 minutes pour la chorégraphie. Enfin, un film, ça demande quand même une certaine organisation. Ils faisaient pas comme ça à Hong Kong dans la préparation d'un film. Non, non, non. Ah non, 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 Hong Kong, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. En fait, déjà, tu vois, au niveau des postes, par exemple, aux États-Unis, tu as un mec qui s'occupe de la caméra, l'autre qui s'occupe de maquillage, l'autre qui s'occupe de passer le balai, l'autre qui s'occupe de, je sais pas, Café. du café. À Hong Kong, tout le monde fait ça, en fait. C'est-à-dire que tout le monde, c'est interchangeable. Moi, j'ai pas fait de film là-bas, j'ai juste fait des trucs autour, c'est-à-dire tu vois, des chorégraphies de machin, des entraînements, et en fait, t'es interchangeable. À des moments, tu passes le balai, à des moments, t'es assistant, à des moments, tu aides à porter des matelas, à des moments, t'es au cœur de l'action et tu fais les combats avec les gens, à des moments, et en fait, déjà, c'est comme ça. C'est déjà une organisation qui est très aléatoire, tu vois, en fonction et en plus de ça, alors à l'époque, là maintenant, ça a un peu changé maintenant, mais à l'époque, durant l'âge d'or, les mecs venaient même sans scénario, quoi. Ils tournaient sans scénario, alors storyboard, mais ils n'ont pas le temps de faire des storyboards, c'était impossible, il fallait tourner tout le temps. Le mec arrivait un peu à faire des trucs en amont et des gros budgets et à préparer et avoir beaucoup, beaucoup de temps pour faire. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'ils n'avaient pas le temps pour faire leur. Ils prenaient souvent les deux, trois premiers plans, il fallait que ça aille vite, 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 vite. Donc, c'est Jackie Chan, en fait, qui arrivait tout le temps à obtenir, parce qu'il avait des gros budgets, c'était le mec le plus puissant, il arrivait à avoir des gros décors, du temps, il pouvait retourner 50 fois la même scène tant qu'il n'avait pas le résultat. Samo était un peu comme ça aussi. Samo, c'était Ah, quelqu'un même pas qui. des perfectionnistes un petit peu comme John Woo au-dessus arc quand même.
Aussi, C'est plus bien sûr, bien sûr. Là, je te parle vraiment, là, je suis resté dans le mode Corée, ah d'accord, OK. Kung Fu, mais effectivement, les autres aussi, hein. Les autres aussi avaient ça. Tsoyark, Tsoyark, par exemple, c'était même encore pire. C'était un mec qui changeait il changeait le style et le scénario du film en cours, enfin, au milieu d'une scène. C'est-à-dire qu'il fait, non, finalement, j'ai réfléchi cette nuit. Et en fait, je pense qu'on va plutôt emmener le film dans cette direction, on va plutôt faire ça. C'est pour ça que les films sont bordéliques par moments, et même les films Mmh. qu'il réalise pas lui-même, ils sont parfois complètement foirés parce qu'en fait, c'est un mec qui change d'avis. Et ça, c'est Hong Kong, hein. Mmh. C'est vraiment ce qui donne cette dynamique à l'action et au cinéma de divertissement et d'aventure là-bas. Et ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de préparation. Il y a un minimum de préparation, hein. Les mecs sont quand même entraînés, etc. Mais par rapport à la créativité, par rapport à l'histoire, par rapport au truc, on se laisse un petit peu porter par l'énergie, en fait. Bah, j'avais vu ça, il y avait un hors-série Mad Movies là sur le cinéma d'action. Il y a un moment, dans le magazine, il parlait de The Big Hit, qui était co-réalisé avec Ringo Lam et je sais plus l'autre réalisateur, et c'était produit par En fait, And- c'était Andrew Cam qui le réalisait au Cam. départ. Après, il y a Ouais. eu Tsoyark qui a retourné des scènes gore, je crois. Et puis Johnny To aussi, à un moment donné, avait un peu pris avait tourné Et en cette. fait, Tuark était producteur et il disait dans le magazine que des fois, pendant 2 3 jours, ils avaient écrit un truc et puis finalement, Tuark, Ouais. sur un coup de tête, ah non, on remet toi à zéro, on part sur une autre direction. Mais tu deviens Typi- fou. Typiquement, voilà, c'est symptomatique ce que tu viens de me dire. The Big Hit, c'est un très bon exemple de ce type-là. C'est-à-dire que c'est plutôt une grosse prod, quand même. C'est plutôt une bonne prod, c'est un Je l'ai pas vu, polar. mais on m'a dit beaucoup de C'est bien un dessus. extraordinaire film. Et moi, ça me dérange pas le côté bordélique et tout, mais effectivement, tu te dis, pardon, il y a des ajouts un peu chelous. Mais c'est un très très bon polar. C'est un des plus grands, pour moi, c'est un des plus grands polars des années 80. 86, ouais. fin 80, je crois. Un truc comme ça. Non, non, c'est un très 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 bon film. Mais effectivement, avec tout le chaos qui va derrière, parce que c'est vraiment un film d'Andrew Cam. Andrew Cam, c'est un très très bon réalisateur. Il a fait peu de films. Il avait fait un film pas terrible avec Donnie Yen qui s'appelait High Voltage, qui était sorti en France, qui était pas ouf, mais qui était co-réalisé par Donnie Yen. Puis il a fait des films d'action qui étaient très chouettes. C'est vraiment un mec qui utilisait en termes de mise en scène et tout, il tentait des trucs, mais il a été rattrapé. Souvent aussi, tu avais ça à Hong Kong, c'est que les producteurs comme Tsoyar, comme Johnny To avaient tendance dès qu'ils avaient un poulain, à le, à le, à le contrôler, à le manager un petit peu comme eux, à le modeler un petit peu comme eux ils pensent. Donc il y avait un peu ce côté-là, un peu chef, un peu chefferie comme ça, qui handicapait certains et qui empêchait certains talents d'immerger par moments aussi. Donc il y avait un petit peu ça. Mais en gros, gros bordel, ce qui correspond pas du tout au mode de production d'un film comme Farang, qui est beaucoup plus maîtrisé, on va dire. Écoute, je te propose qu'on va conclure un petit peu avec Pharaon parce qu'on est Non. on est un petit peu dévié. Si juste pour conclure, s'il y avait une scène que tu devais garder de Pharaon qui t'avait vraiment marqué dans le film, au niveau Euh, réel, au niveau mise en scène, au niveau vraiment viscéralité des combats, la plus jouissive pour toi. alors, moi, en fait, c'est pas une scène de combat moi, qui m'a le plus marqué, c'est la toute dernière scène de la fin où il retrouve sa fille. Mais Mhm. parce que ça touche à tout mon voyage en Asie, mes histoires personnelles, mes trucs comme ça. Bon, ça m'a beaucoup touché. Ça, c'est hors action. Mais on va dire que oui, en termes de la scène qui m'a le plus marqué en termes d'action, c'est vraiment la scène de l'ascenseur, quoi. Tout bêtement, ouais. C'est ça. Je te dis, j'ai aimé le début, j'ai adoré le début, la résonance, réalité sociale, monde ouvrier, tout ça. La fin, la dramaturgie qui en fait, et puis l'action qui t'amène à ces deux points-là. Mais ouais, en centralité, on va dire que la scène de l'ascenseur D'accord. est la plus marquante en tout cas. En tout cas, pour les genres pour les fans de genre action, clairement, tu le conseilles aux gens de se déplacer en salle pour aller le voir. Oui, alors à l'aune du cinéma, à l'aune du cinéma français, à l'aune du cinéma français, pas à l'aune de John Wick, du cinéma asiatique, de tout ça. C'est-à-dire on est dans un tel manque aujourd'hui d'envie, d'ambition, de choses nouvelles et de ramener des trucs comme ça et de faire du cinéma d'action viscéral en France et tout. Rien que pour ça, aller le voir et donner-lui sa chance. Et puis, parce que c'est très rare que ça aurait dû peut-être sortir sur les plateformes et ça sort au ciné, donc c'est bien. Et je pense que c'est un film de cinéma, c'est pas un film de plateforme, c'est vraiment un film de cinéma. Donc, et puis je pense aussi que les amateurs de cinéma tout court, quoi, qui s'inscrivent pas forcément dans le genre du cinéma asiatique, dans le genre du cinéma d'action, aimeront quand même le film. Ok, bah on va conclure avec ça. Donc, je rappelle pour les gens qui ne le savent peut-être pas
que Farang, donc réalisé par Xavier Jans, est dans les salles depuis le 28 juin. Donc je sais pas s'il est distribué dans beaucoup de salles, mais si vous avez un cinéma près de chez vous qui le diffuse, si vous avez la chance de le voir, n'hésitez pas, il vaut vraiment le coup. Je pense que vous allez, si vous êtes fan d'actionneurs bien bourrin, je pense que vous allez prendre votre pied. Voilà, donc en salle depuis le 28 juin dans les salles. Bah écoutez, cet entretien ciné se conclut. Voilà. Bah écoute, je remercie encore Max Pereira, c'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés pour parler cinéma asiatique, cinéma d'action. On se retrouvera sûrement prochainement. Moi, il y a Avec un live plaisir. Bruce Lee qui est prévu prochainement, donc tu sais très bien que voilà. Et Avec puis grand plaisir. Merci encore à toi. On est toujours bien reçu sur ta chaîne et c'est toujours un plaisir. tout le plaisir est pour moi. Pour nous, écoutez, profitez encore de votre été. Il va faire très beau, donc n'hésitez pas. Mais n'hésitez pas aussi à aller au cinéma pour aller voir Farang. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films